tous et bienvenue dans ce second numéro du podcast de la Petite Balle Blanche. Je suis Lionel Baucher et je suis accompagné cette fois encore par l'équipe du podcast de la Petite Balle Blanche, à savoir, honneur aux dames, Marion Ricordo. Salut Marion. Salut Lionel, bonjour à tous. Caribou Cyril Le Gouern. Salut Cyril. Salut, allô la gang. Christophe Soudet. Salut Chris. Bonjour tout le monde. Monsieur Gurvan Bonny. Salut Gugu. Salut la équipe. Et nous terminons avec Julien Fontaine. Salut Julien. Salut la team. Tout d'abord, nous tenons à remercier les auditeurs qui nous ont adressé des messages positifs d'encouragement après notre premier épisode. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais cela nous a fait bien plaisir de savoir que le concept vous a plu. Avant de débuter cette émission, je souhaitais juste présenter mon coup de cœur pour la compétition organisée par notre ami Marco, alias Saint-Andrews 1962 sur Twitter. Le dimanche 12 juillet prochain, sur le superbe golfe d'Évreux dirigé par Damien Le Savre, Marc organise la seconde édition du trophée SVS. SVS pour Stop aux violences sexuelles. Et je ne peux que vous encourager à y participer. Vous trouverez toutes les infos sur le site golftrophéesvs.wordpress.com. Merci pour lui et merci pour eux. Alors cette semaine, comme un épisode sur deux, notre formule change quelque peu car nous laissons une grande place dans l'émission à un invité. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Michel Nietbala, architecte de golf. Bonjour Michel. Bonjour. Alors nous allons démarrer tout de suite ce second numéro avec les brèves de golf par Chris, spécial architecte. Je crois, Christophe, que nous allons commencer avec Pete Dye, le célèbre architecte américain qui est décédé en début d'année. Oui, c'est une actualité du mois de janvier, mais c'est un architecte qui a été tellement important dans l'histoire du golf qu'on était obligé d'en parler. Donc il est décédé un an après son épouse Alice, parce que quand on parle de Pete Dye, il faut parler d'un duo, puisqu'ils travaillaient très étroitement ensemble en fait. Alors pour rappel, ils ont créé plus de 100 parcours, surtout le TPC Sawgrass, c'est celui dont on parle le plus souvent quand on cite Pete Dye, c'est le parcours du Players. Et puis, il a aussi créé le parcours qui doit accueillir la Ryder Cup de cette année, c'est Whistling Straits. Alors, puisqu'on a Michel avec nous, je voulais vous faire réagir, Michel. Qu'est-ce que ce duo représente pour vous et pour l'ensemble de votre profession, en fait? Pete Dye est un architecte emblématique assez hors norme, je dirais, par rapport à certains dessins classiques de parcours de golf, classiques plus, je dirais, orientés, type parcours de golf à l'anglaise. Et alors que Pete Dye s'est beaucoup inspiré des links. Donc on retrouve d'ailleurs, je dirais, des caractères assez précis, même s'ils sont des inlands et des parcours qui sont créés à l'intérieur des terres et non pas en bord de mer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de caractères dans ces parcours de golf qui font que, effectivement, ils offrent un intérêt assez important pour les joueurs et à tout point de vue d'ailleurs, hein, même dans le cadre du jeu, mais tout autant par rapport au paysage qui est créé. Alors j'ai eu l'occasion d'en jouer quelques-uns. Le dernier que j'ai joué, c'est celui qui est en Floride, qui est le Black Bear, qui est un parcours au nord d'Orlando. J'ai fait 150 km pour aller jouer ce parcours de golf et je l'ai fait plusieurs fois. Ça prouve bien que d'un côté, j'ai eu un intérêt à passer du temps pour y aller, à passer du temps pour jouer et ensuite à y retourner. Ça, c'est un aspect important du golf qui est quelquefois négligé pour des histoires de moyens ou autres qui sont pas forcément, je dirais, pensés non plus par les architectes de golf. Aux États-Unis, on est confronté à une autre dimension, et effectivement, la dimension entre guillemets, alors c'est pas un terme péjoratif, hein, le marketing, ça fait partie du système. Hein. Le marketing est important aussi. Il faut intéresser le joueur, le challenger et lui offrir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Sinon, il devient vite
enfin, ça devient vite ennuyeux et vous passez à autre chose parce que ça vous intéresse pas 2 fois d'aller jouer quelque chose qui vous a ennuyé précédemment. Alors, je crois, Chris, qu'on va continuer avec Lorena Ochoa, cette joueuse mexicaine des années 2000 et ex-numéro 1 mondial, qui va se lancer dans l'architecture. Et oui, puisqu'elle devient l'une de vos collègues, Michel. Elle se lance dans la construction de parcours de golf. Donc, Lorena Ochoa, c'est une ancienne joueuse qui a dominé le golf féminin il y a 10 ans. Elle s'est arrêtée très jeune, elle s'est arrêtée à 28 ans pour fonder une famille. Elle a eu 3 enfants. Donc là, elle a un projet de construction d'un parcours au Mexique avec Greg Norman et un autre à Belize. Alors du coup, j'avais une question pour vous, Michel. Qu'est-ce que vous pensez de ces anciens joueurs, anciennes joueuses qui se lancent dans la construction de parcours? Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut forcément qu'ils soient entourés par un architecte? Est-ce qu'il faut qu'ils travaillent avec un cabinet d'architectes? Oui, mais c'est un métier à part entière. Hein. Effectivement, c'est pas parce qu'on joue au golf qu'on conduit une Formule 1, on sait construire une Formule 1. Et même si on intervient dans le cadre de la construction d'une Formule 1, lors des essais, on ajuste des choses, on donne des informations. Voilà, je fais un peu le parallèle là-dessus parce que le golf, c'est un métier à part entière. Ça fait appel à des compétences. Bon, les compétences, alors s'ils ont fait des études préalables, effectivement, ça peut aider. Et je pense que c'est important. Enfin, je veux dire, c'est un ouvrage qui touche généralement des surfaces importantes, qui touche au social, qui touche à l'environnement, qui touche au paysage, et donc qui n'est pas, je dirais, une opération anodine. On ne peut pas se permettre juste parce qu'on a été un bon joueur de dire je suis capable de dessiner un golf. Ça n'existe pas. On peut dessiner un golf, oui, mais il ne peut pas forcément répondre à toutes les problématiques qui vont se poser. Donc là, je reviens, l'aspect marketing joue aussi, hein, forcément. Quand vous accolez dans un système, un marché américain, même mexicain ou américain, enfin, ça se rejoint puisque les clients sont les mêmes, vous allez avoir besoin de vous, je dirais, détacher du lot, d'avoir une présence qui porte une certaine aura. Et effectivement, quand vous parlez de Greg Norman, ok, vous avez mais c'est pas pour autant que vous avez un parcours plus intéressant. Hein. C'est pas gage de ça. C'est gage de qualité, forcément, parce que ces gens-là, s'ils apposent un nom, ils exigent une qualité en termes par exemple, de qualité de parcours de golf, au niveau du gazon, au niveau des greens, de l'entretien, etc. Mais pas forcément sur une identité propre à eux-mêmes, parce qu'on retrouve quand même des dessins qui sont un peu répétitifs, un peu copier-coller, je dirais, très souvent sur de nombreux parcours. Et donc voilà, mais je pense que pour moi, des noms comme ça fonctionnent très bien là-bas parce que y a un marché qui demande ça. Hein. Alors, on va terminer avec l'architecte américain Gilles Hans, notamment celui du parcours olympique de Rio. Oui, je voulais parler de Gilles Hans parce que les médias américains disent que c'est l'architecte le plus brûlant du secteur en ce moment. Voilà, c'est lui qui, depuis 5 ans, a le plus de projets connus apparemment, d'après eux. Mais comment c'est possible d'avoir autant de projets à gérer dans la même période? Ça dépend de l'équipe qu'on a. Voilà, ça dépend des qualités des gens, parce que tout ça, c'est une question d'homme. Hein. C'est pas une question de savoir. Le savoir, on l'a. La seule chose, c'est de transmettre ce qu'on souhaite réaliser et d'avoir enfin quelqu'un qui est capable de transposer ça sur le terrain. Et tout ça, c'est une chaîne dans laquelle qu'il faut monter d'ailleurs, parce que c'est pas une chaîne qui se trouve comme ça facilement, d'autant plus difficile en France d'ailleurs, parce que nous n'avons pas un marché continu de construction de parcours de golf ou de réalisation. Aux États-Unis, c'est un peu plus facile, entre guillemets, puisque il y a des entreprises spécialisées qui existent et qui font ce travail-là et qui ont des compétences avec des expériences très énormes, quoi. Enfin, par rapport à ce que nous, on peut avoir. Donc.
Bon, merci Chris pour ces brèves architecturales et puis merci Michel déjà pour ces premiers éclairages sur votre profession. Alors, on va quitter l'outre-Atlantique et on va revenir de ce côté-ci avec une interview donc de Michel Nietbala qui a plusieurs parcours à son actif et celui qui va intéresser les prochainement sans doute de nombreux joueurs français, c'est le fameux parcours de Roissy. D'abord, Michel, première question, comment ça s'est passé pour vous, cette période de confinement? Bon, alors l'avantage que j'ai, je suis au bout du projet de Roissy, donc on était en phase d'installation du gazon, en anglais c'est growing, c'est-à-dire on a terminé le parcours, il est semé entièrement, et là on était en phase de croissance du gazon et de son installation, qui est une phase particulière, puisque c'est pas du tout, quand vous êtes en vitesse de croisière sur un parcours de golf, vous entretenez d'une certaine manière votre parcours pour maintenir un couvert végétal avec une densité, etc. Là, vous êtes dans un système complètement différent où vous devez d'abord installer le gazon, c'est-à-dire lui créer un enracinement très profond pour le pérenniser, et ensuite le laisser se développer en aérien. Donc, ce qui est en train de se faire actuellement. Et donc, pendant cette période de confinement, je me suis quand même déplacé pour faire des réunions et visiter le chantier en entretien. Et sur Roissy, l'entreprise, j'aurais demandé de prendre un consultant spécialisé qui est Alexandro Reyes, qui a travaillé sur le national, pour la préparation du national, pour la Ryder Cup et les futurs Jeux olympiques. Il est d'ailleurs là, en ce moment, il va déménager en Italie, à Rome, pour la préparation du parcours de golf pour la Ryder Cup qui va se dérouler en Italie. Est-ce que pour vos projets, vous travaillez toujours avec les mêmes personnes? Je prends, généralement des entreprises locales et j'essaye de monter une équipe, de trouver, dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple, des groupements qui vont pouvoir répondre au plus près de la compétence qu'il faut pour réussir un projet de golf. C'est un peu plus complexe que de créer une route, parce qu'une route, c'est d'un accès, même si c'est compliqué, a priori, mais c'est quand même d'un accès très facile, puisque ça répond à des règles bien précises, c'est plat, il y a des pentes là, pour envoyer l'eau par là, par là. Okay, le golf, c'est la même chose, mais c'est une sculpture, donc on a une part artistique absolument gigantesque dedans, et si cette part artistique n'est pas prise en compte, vous obtenez des résultats très moyens. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie, des éléments clés de la réussite. L'architecte va pouvoir... Moi, c'est vrai que je dessine visuellement, je fais mes courbes de niveau, je donne des éléments, par exemple des greens, j'ai des courbes de niveau, c'est-à-dire tous les 20 cm, ce qui permet effectivement d'être très précis, puisque les greens à Roissy font en moyenne 750 mètres carrés, qui est largement au-dessus de la moyenne française, parce que la moyenne française se situe autour de 450 à 500 mètres carrés. Oui, donc on est dans des dimensions beaucoup plus importantes, mais ces dimensions importantes sont intéressantes. Je vais juste vous donner une petite explication pourquoi. On a tendance à penser, ça coûtera moins cher de faire des petits greens. Non, c'est l'inverse. Malheureusement, les petits greens, d'abord, c'est pas intéressant à jouer, parce que quand vous faites des essuie-glaces, passer la balle d'un côté à l'autre, parce que évidemment les greens, quand ils sont petits, ils sont pas forcément formés correctement, ou alors ils sont tout plats et puis ça n'offre aucun intérêt. Quand vous avez donc des greens de petite taille, vous avez des problèmes de position de drapeau, parce que vous retrouvez quasiment toujours les mêmes positions de drapeau. Vous avez des problèmes de compaction, parce que quand le problème de tous les greens et de tous les départs, de tous les golfs dans le monde, c'est le passage des golfeurs, c'est les pieds. Les pieds, c'est le meilleur compacteur au monde. C'est pour ça qu'on a un compacteur qui s'appelle d'ailleurs dans le monde des TP le pied de mouton. Et, tac, tac, ça compacte. Et c'est ça qui crée des problèmes d'entretien au green, qui crée des maladies, qui crée un certain nombre de soucis de tonte, etc. Enfin voilà, j'en passe des meilleurs. Mais plus vous avez un green qui est grand, vous êtes à l'inverse. Vous avez plus de position de drapeau, moins de compaction, moins de problèmes,
de gestion et un intérêt beaucoup plus grand pour le jeu. Entre votre victoire et l'appel d'offres, et donc en gros la fin du golf, il va y avoir à peu près 12 ans. Est-ce que c'est un délai qui est, donc évidemment il est long, est-ce qu'il est spécifique à la France? Est-ce que ça veut dire que pour créer un golf en France et être un architecte de golf en France, ça veut dire que il faut être très patient, ou c'est juste une histoire de pas de chance pour cet exemple-là? Ouais, vous avez raison de souligner là, c'est une bonne question ça. Vous avez raison de souligner ça parce que effectivement, j'ai donné un autre exemple. J'ai fait le Garden Golf de Villeneuve-d'Ornon près de Bordeaux. Et là, j'avais mis 15 ans pour arriver à finir le golf. Ouais, donc, entre le moment où on a démarré cette opération et on est arrivé au bout, il s'est passé 15 ans. 15 ans, là, j'ai 12 ans. J'ai un projet là près de Lyon. Bah, écoutez, je suis même pas arrivé encore aux études, je dirais, ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé, et j'ai déjà 3 ans dans la vue. Et pourtant, on a déjà fait des réunions, on a vu l'administration, mais c'est extrêmement complexe. On touche d'abord des grandes dimensions. Hein. C'est quand même un golf, c'est un projet structurant. C'est quelque chose qui n'est pas petite opération généralement dans une commune, ou quelquefois sur plusieurs communes. Ce qui fait que quand vous touchez les grandes surfaces, les gens d'abord connaissent pas le golf, parce que c'est pas, je dirais, habituel de réaliser un golf sur une commune. Quand on en fait un, on n'en fait pas deux. Et quand on en fait un, c'est vraiment parce que il y a des gens qui ont une certaine y ont mis une certaine volonté. Où il y a des gens qui sont visionnaires et qui voient arriver les choses. Pour donner un exemple, l'idée du golf chez le maire de Roissy en France, qui était André Toulouse, là, il vient d'arrêter, il est parti à la retraite, mais a germé dans sa tête il y a 25 ans. Donc heureusement qu'il était tenace dans la longueur pour être maire, parce que sinon il serait jamais arrivé ce projet. Mais voilà, il a germé il y a 25 ans et on est arrivé là. Voilà. Chaque projet nécessite effectivement d'avoir vraiment des gens tenaces pour le mener au bout. Je veux vous dire, c'est très difficile, très compliqué. On ne favorise strictement pas l'implantation d'un golf, je peux vous le dire, à tous les points de vue, hein. Que ce soit l'État, les préfectures, tous ceux avec qui j'ai eu affaire, on était toujours et très souvent dans la confrontation. Parce que on a souvent affaire à des gens qui ont peur, parce qu'ils connaissent pas. Ils ont là, et puis alors, on a des wagons de lieux communs, on-dit, de choses néfastes sur le golf, alors que c'est totalement à l'inverse. Je suis en train d'écrire un livre d'ailleurs à ce propos, parce que je souhaite un peu rétablir et ouvrir les yeux à beaucoup de monde, surtout au niveau de nos administrations, surtout pour qu'ils comprennent qu'effectivement, on est dans des situations aujourd'hui, tout le monde se préoccupe de l'environnement, mais pour se préoccuper de l'environnement, il va falloir quand même conserver des zones, des espaces, etc. Il n'y a rien de mieux qu'un parcours de golf, parce que c'est un espace préservé par l'économie, parce qu'on va effectivement dépenser de l'argent pour l'entretenir, et cette dépense sera faite par les gens qui viendront y jouer et passer leur loisir ou même après se promener, parce que comme à Roissy, j'ai pu faire des zones de promenade qui seront entretenues par la maintenance du golf. Hein. Mais c'est ça qui tiendra, c'est ça qui va garantir que ces 90 hectares, par exemple à Roissy, ne vont pas devenir constructibles dans les prochaines années. Et tout simplement parce que c'est économique. Si vous le laissez en état comme aujourd'hui, le maire le savait. Il m'a dit récemment, puisqu'on était ensemble la semaine dernière, si j'avais laissé ces 90 hectares, j'en avais déjà la moitié qui était constructible aujourd'hui avec la pression immobilière qui existe dans ce secteur. Voilà, c'est un exemple. Ça se répète pas partout. Mais là, effectivement, il y a une telle pression que, obligatoirement, si vous ne protégez pas des secteurs, ils seront construits. C'est les 90
derniers hectares verts de la ville, de la commune de Roissy, hein. Les 90 derniers hectares. Ça veut dire que vous avez eu plus de difficultés avec les représentants de l'État que la population directement? La population est totalement adhérée au projet. La population est enthousiaste du projet. YouGolf et PGA France ont fait une journée découverte du golf pour tous les habitants de la commune. Ils ont eu plus de 300 personnes qui se sont déplacées. Et c'était l'année dernière, c'était au mois d'octobre. Et c'était en pleine semaine, hein, et ils ont eu plus de 300 personnes qui se sont déplacées. Si c'est leur dernier espace vert de la ville, ils sont peut-être juste contents d'avoir un parc, même pas un golf. Hein. Un parc, oui, un parc aujourd'hui ne résisterait pas à la pression immobilière qu'il y a dans ce secteur. Non, mais ce que j'entends, c'est que le golf va constituer pour les riverains peut-être juste un endroit pour se promener, même pour ceux qui sont joueurs. Heureusement, il y a 8 km de promenade dessus. Cela dit, le parcours en lui-même, quand vous mêlez les gens, vous les amenez sur un parcours de golf, ils vont s'y intéresser. Oui, Ils vont regarder, ils vont dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? À travers les scolaires qu'on va inviter, ça va faire boule de neige, évidemment, on le sait. Hein. Rapidement, quand les gamins disent moi je vais jouer au golf, tiens, c'est quoi? Et puis les gens vont venir. Là, la démonstration a été intéressante parce qu'on a vu des gens discuter sur le sujet du golf d'ailleurs, parce qu'ils connaissaient pas. On les a fait découvrir le parcours, on les a emmenés, on leur a expliqué comment tout ça fonctionnait, on leur a expliqué ce qu'on faisait avec l'eau, etc. Donc ils étaient totalement surpris parce que effectivement c'est pas des informations auxquelles ils s'intéressent d'emblée, quoi. Hein. C'est pas quelque chose. Mais quand on leur explique et qu'on leur montre, là ils se disent effectivement, mais ça va beaucoup plus loin qu'un simple sport ou un simple loisir. Et c'est ça l'intérêt, c'est que le golf aujourd'hui il véhicule beaucoup plus et il peut véhiculer, il doit véhiculer beaucoup plus qu'un simple sport ou loisir. C'est ce que je m'attache moi dans tous les projets que je fais aujourd'hui, c'est effectivement de trouver des points de connexion, des extensions et je dirais des ramifications qui vont porter sur d'autres choses complémentaires à l'activité du golf, mais qui pourront être prises en compte par l'exploitant, entretenues et à coût zéro pour les gens qui vont bénéficier potentiellement de ces autres activités, comme par exemple à Roissy, j'ai des pontons de pêche, j'ai un lac pour la pêche, j'ai des aires de pique-nique, voilà, on crée une émulsion et un intérêt autre, ce qui fait qu'effectivement, du coup, là, on a eu des gens qui se sont inscrits pour prendre des cours. Alors, voilà, c'était quand même l'année dernière pour cette année. Qu'est-ce qui a permis, et j'imagine que c'est aussi une des clés de votre projet, d'avoir mêlé ces deux activités, on va dire, pour les promeneurs et les golfeurs. Mais est-ce que c'était compliqué architecturalement à mettre en place et qu'est-ce qui a permis ça? Est-ce que c'est le fait de disposer justement de ces 90 hectares qui vous a permis de mener ces deux projets de front, on va dire, même si c'en est qu'un seul, par rapport à un golf plus classique? Oui, alors Roissy, on était dans une vallée verte. La vallée verte en question, cette zone, ils l'appellent, c'est vraiment un vallon. Hein, d'ailleurs, c'est impressionnant parce que quand tout le monde parle de Roissy, on a l'impression que c'est plat comme une limande et que on voit que les avions. Alors c'est totalement. Le jour où vous allez découvrir le golf, vous serez surpris parce que ça n'a rien à voir. La vallée de Roissy, c'est pas connu. Hein. Non, la vallée verte de Roissy, elle n'est pas connue. Mais là, elle va être connue, heureusement. Et ce vallon, c'est un talweg naturel qui est magnifique. Hein. Et déjà, d'une manière empirique, un petit peu, les gens, même si c'était agricole, les gens s'étaient appropriés ce secteur pour... ils n'avaient pas d'aménagement, ils avaient rien, mais bon, ils circulaient à travers des sentes et des choses comme ça, naturellement. Enfin, ils se sont mis à fréquenter ce secteur-là. Et donc, dans le projet, moi, j'ai tout de suite inclus cette idée de mélanger l'activité de golf avec ce qui existait déjà sur ce site, et surtout ne pas couper le golf de tout son environnement. C'est-à-dire permettre effectivement à tout un chacun dans le secteur de pouvoir accéder
à cette vallée verte dans des conditions les plus sécuritaires possibles, parce que c'est une question de sécurité et puis de voisinage, de bon voisinage. Le bon voisinage réside au fait que forcément vous allez passer un moment à proximité de golfeurs, etc. Et donc de réduire au minimum ces impacts-là et surtout à s'éloigner des retombées de balles ou bien sûr, pas celles qui sont sur le fairway parce qu'elles sont bien, mais celles qui sont malheureusement assez fréquemment à l'extérieur des fairways et qui arrosent un petit peu des zones non voulues. Je vois bien de quoi vous voulez parler. Oui. On est tous abonnés à ça, ne vous inquiétez pas. Et alors, je vais vous donner un exemple. Pour réussir ça, j'ai créé un tunnel qui fait 40 mètres de long pour passer sous les départs du trou numéro 15. Voilà, ça c'est un exemple des dispositions, c'est un exemple emblématique des dispositions prises. L'avantage évidemment des 90 hectares, c'est que j'avais la possibilité de me réserver aussi des zones à l'extérieur, très proches du golfe, mais suffisamment éloignées pour permettre, le jeu sans être dérangé, et de permettre aux gens de pique-niquer, d'avoir des activités de vélo. Donc, dans le projet, il est inclus ce qu'on appelle une voie verte qui est cyclable et piéton. Cette voie verte est un axe principal qui relie en fait deux zones. Roissy en France, c'est un village, et vous avez un autre village qui s'appelle Vaudernant. Anciennement, la liaison se faisait par les Santes, etc. Mais là, on a créé vraiment une véritable voie verte qui relie ces deux petits villages, enfin, le gros village et le petit, par vélo ou à pied si on le souhaite. On a sur l'extérieur du projet effectivement aussi des industriels qui se sont installés. Ils sont venus s'installer là parce que le golf allait se faire. Pour exemple, Volkswagen France, siège social de Volkswagen France s'est installé là, avec une ouverture sur le golf magnifique. Ouais, donc ça a aussi des incidences autres que simplement le fait de dire tiens, on va fournir une activité sportive et de loisirs à des gens de la commune et des environs même. Mais des grosses entreprises comme ça s'installent là pour cette raison-là aussi. Et toutes ces entreprises ont un accès direct sur la voie verte qui mène au clubhouse du golf. Et les autres chemins qui sont à l'intérieur, par exemple, du parcours de golf, c'est-à-dire ils sont au cœur du golf, je me suis réservé une zone, enfin, je l'ai pas réservé parce qu'en réalité, je pouvais pas faire autrement de toute façon, parce qu'il fallait préserver une zone, ce qu'on appelle l'espace boisé classé, qui est, en plus, il porte le nom du bois de l'aviation. C'est un endroit aussi qui fait 20 hectares. Et dans ces 20 hectares, on a développé effectivement des sentes, des chemins, mais là, on les a aménagés et qui sont reliés à tout. Donc, j'ai créé des boucles qui permettent à des gens de faire 1 kilomètre, 2 kilomètres, 4 kilomètres, 6 kilomètres, jusqu'à 8 kilomètres de cheminement. Donc, il y a des boucles avec des allées et des retours. Et mais ça, le jour où vous aurez l'occasion d'y aller, vous pourrez découvrir ça. En plus, ça va permettre, le jour des compétitions, par exemple, de pouvoir faire entrer les gens et se dispatcher, par exemple, sur le parcours de golf beaucoup plus facilement que sur un parcours classique où vous êtes obligé de suivre la ligne, le cheminement des Carpasses. Enfin, là, on a aussi des chemins pour voiturettes qui ont été créés, puisque le parcours va offrir la possibilité de le faire en voiturette. Et du coup, puisque le parcours a été créé et imaginé aussi pour les promeneurs, là, on parle de compétition. Est-ce que dans le dessin de chacun des trous, est-ce que vous avez pensé à la possibilité d'accueillir des compétitions et du coup aux spectateurs en tant que Bien sûr. Partie intégrante du parcours, presque comme au National, on a vu. Ouais, je dirais le National a une configuration de stadium volontairement dès le départ. Donc moi, je n'allais pas créer un stadium à Roissy, mais dans
ma réflexion, j'ai voulu quand même proposer la possibilité de placer beaucoup de spectateurs sur des secteurs clés. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, vous avez des points où vous pouvez voir le green du 1, le green du 2, vous pouvez voir le green du 8, vous pouvez voir le green du 17, vous pouvez voir le green du 16, vous pouvez voir le green du 15, tout ça en étant à un seul endroit. Vous avez la possibilité, après, par exemple, au Clubhouse, j'ai créé des restanques, des petites terrasses en escalier, qui sont enherbées et qui sont en enrochement et en herbe. Hein. Ça fait des terrasses, ça fait comme une tribune. C'est devant le Clubhouse et qui permet effectivement de voir le 9 et le 18, l'arrivée devant le bassin, etc. J'ai réservé tout un espace entre le Clubhouse, le practice, le départ du 1, le green du 9 et le 18. Il y a un bassin et devant, il y a tout un espace qui permet de monter des tribunes, de monter un village de sponsors. Voilà. Ça a été pensé dès le départ pour pouvoir accueillir des compétitions. Alors les compétitions, évidemment, sur le parcours lui-même, elles se traduisent par un parcours qui présente d'énormes difficultés et des challenges importants, des bâtis. Et comme j'ai 5 zones de départ, des plateformes, très grandes plateformes, hein, d'ailleurs, c'est le même principe que pour les greens. Les plateformes, généralement, moi je suis à 1 hectare 2 de plateforme de départ, alors que généralement on est à la moitié de ça sur les golfs de France. Donc les départs vous permettent, si vous voulez, de varier la difficulté. En gros, entre le back tee, je vous donne quelques références, entre le back tee et le tee le plus avancé, vous avez une différence de longueur de 120 mètres. Pas évidemment sur certains par 3, c'est pas le cas, hein, mais je parle sur des par 5, des par 4, ouais, bien sûr. etc. Ouais. Alors là aussi, sur j'ai varié aussi les trous, les difficultés. Enfin, si vous voulez, chaque trou a son propre caractère et sa propre personnalité, bien qu'elle se rejoint sur l'esthétique, enfin, ou la mise en forme artistique que je donne au golf. Elles se rejoignent là-dessus, mais après, vous avez effectivement toutes ces composantes. Après, c'est comme pour les largeurs de fairway, si vous voulez. Position des bunkers. J'écris d'ailleurs quelque chose d'intéressant, peut-être sur les bunkers, parce que souvent on dit « Oh, mais le bunker là est mal positionné », ou « celui-là il est bien positionné ». Non, les bunkers, ils sont positionnés là où ils sont. Il n'y a pas de bien positionné, mal positionné. Pour l'histoire, les bunkers, quand ils se sont créés sur les golfs, c'était les moutons qui se rassemblaient à un endroit, qui se protégeaient du vent derrière les dunes, par exemple, ou de la pluie, et qui, à force, laissaient sortir enlever l'herbe, et puis on avait le sable qui apparaissait, et ça devenait un bunker. Voilà, c'est un obstacle qui se crée. Mais bon, les moutons ne mesuraient pas la distance. Hein. C'était là où il était. À partir du moment où il est visible, où dans sa stratégie, on prend la distance, on est capable de dire on passe pas, on fait ci, on joue à gauche, on joue à droite, peu importe. Pour moi, l'architecture de golf, c'est un choix du golf, c'est le choix du jeu du golfeur. C'est le choix doit être laissé au golfeur de prodiguer le jeu qu'il entend jouer. Si vous voulez, le sens de mettre pléthore de bunkers n'apporte strictement rien au jeu. Enfin, pour moi, ça coûte un argent fou à maintenir. Assez beau pour la photo peut-être, mais ça sert strictement à rien. Moi, je vous fais des endroits, vous allez voir sur le parcours, il y a des endroits où vous serez dans des zones en gazon. Pour sortir de là, vous allez voir, c'est pas toujours aussi simple. J'avais une question à propos des fameux trous signatures qu'on a en général sur le parcours. Est-ce que ce trou signature, c'est quelque chose, c'est presque le point de départ de votre projet, c'est-à-dire que vous commencez par là, ou c'est finalement au fur et à mesure que vous dites tiens, celui-là pourrait être le trou signature? Je me pose même pas la question. J'en fais 18, si vous voulez, les trous signatures. Mais ok, le trou signature, vous savez, c'est encore une fois la même chose. C'est un environnement qui va faire que le trou sera beau, il sera plaisant, il sera intéressant, parce qu'on y aura mis, je dirais,
le grain de sable qui va un peu gripper le jeu du golfeur. Et je pense que ce genre de trou va s'imposer de lui-même. Pas forcément, je le crée pas forcément pour faire un trou signature. C'est un peu comme une partition de musique. Vous avez dans la partition de musique des phases où c'est lent, des phases où ça devient dramatique, des phases où ça part crescendo. Et voilà, il y a un rythme dans le parcours de golf. Le rythme, j'essaye de le garder du 1 au 9 et du 10 au 18 pour apporter quelque chose qui permet aux golfeurs de trouver des situations et un stimuli à chaque fois. Par exemple, j'ai 3 bassins réservoirs pour l'eau d'arrosage du golfe de Roissy. Ce sont des bassins qui sont de stockage, qui représentent 90 000 mètres cubes, qui représentent quasiment la consommation annuelle du golfe. Et donc, dans ces bassins-là, j'ai dû les configurer à un endroit. Je pouvais pas les mettre au sommet de la colline. Ils sont dans le fond du vallon, à côté du rue. Et donc, la composition de ces 3 bassins, j'en ai tiré profit pour créer des trous particuliers. Des trous qui prennent en compte l'eau d'une certaine manière, sans pour autant que ça devienne trop floridien non plus, parce que j'en ai perdu quelques-unes, des balles là, parce qu'il y avait de l'eau de partout. Voilà, je veux dire, c'est pas le but. Le but, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait quand même dans le jeu qui est déployé par le joueur avec son niveau, quel qu'il soit, qu'il y ait une forme que le parcours réponde honnêtement. On va pas créer des choses compliquées qui vont effectivement décevoir largement certains joueurs parce qu'ils vont pas y arriver, parce que il y aura des dévers pas gérables. Enfin, voilà, tout simplement. Hein. Moi, j'ai vu des parcours où on avait des dévers, on jouait à droite, la balle était à gauche. Enfin, on a encore Crans-Montana. Moi, quand je vois ça me sidère. Moi. Et les gars, ils tapent des super coups. Là, c'est du hasard. Le jeu de hasard, c'est pas ce que vous jouez. Si vous tapez, vous essayez quand même de taper une balle à un certain endroit et que cet endroit, si vous l'atteignez, votre balle se retrouve pas à 50 mètres à droite après parce que on aura un dévers, c'est une pente de ski là, qui vous emmène la balle dans un endroit qui devient injouable au commun des mortels, quoi. Je veux dire. Et ça, je vois même avec les pros, pour moi, c'est rageant. Ça, c'est des choses qui m'exaspèrent quand je vois des situations comme ça. C'est pas logique. En parlant de pro, tout le monde a à peu près constaté effectivement que les distances de nos amis au drive augmentent et augmentent. Ouais. Sauf qu'on ne constate pas la même chose du tout chez les amateurs. Et en fait, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les parcours deviennent des concours de drive et de moins en moins de précision. Et l'exemple en particulier qui m'intéresse, c'est les par 3. Est-ce que vous faites une attention particulière sur le fait que, sur soi-disant des concours de précision, les amateurs ne soient pas utilisés leur driver au départ? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va appeler ça, rentre dans l'espace ou, enfin, pour vous ou pas? Oui, totalement. Totalement. Alors moi, j'ai une aberration. Je suis contre cette idée de je drive et je pitch. Voilà. Oh, ça devient même navrant. C'est vraiment un concours de drive. Ça devient vraiment un concours. Je la mets le plus loin possible. Et après, j'ai juste un petit coup de pitch à faire ou de wedge, parce que c'est même du wedge. Là, non, c'est pas le golf. Là, si tous les parcours deviennent obsolètes rapidement, surtout au niveau des grands joueurs. Alors évidemment, il y a un décalage entre les McIlroy et compagnie, et puis nous les simples mortels, on essaye de placer notre balle sur le fairway. Le but dans l'opération que moi je mène quand je dessine, c'est de dire, ok, maintenant, je sais que les gars, les pros, sont capables d'aller à 275 mètres. Donc évidemment, je pourrais dire, à ce moment-là, je mets 2 bunkers à 275 mètres, puis là, ça va leur tailler les croupières. Ça, c'est de la punition. Je suis désolé, ils savent taper à 275 mètres, c'est leur problème. C'est pas le mien, c'est pas à moi d'aller contrer ce genre de problème. Le problème là, il vient du matériel, il vient des balles. Il vient pas, et puis il vient du fait que ce sont aujourd'hui des athlètes. Physiquement, moi j'ai connu Woosnam,
il avait une bedaine, je me demande comment il voyait son putter. Je l'ai connu, finalement. Il buvait des bières, mais je peux vous dire qu'au jeu, il était très bon. Mais bon, c'était des gars qui avaient un don sans devenir des monsieur muscles, et puis des gars qui tapent à 300 mètres et puis qui donnent juste un coup de wedge derrière. Donc, mon ambition, c'est d'essayer justement de contrer d'une manière toujours honnête, la plus honnête possible. Je travaille beaucoup les greens à cause de ça aussi. C'est-à-dire que mes greens sont extrêmement travaillés, justement pour ne pas donner un avantage outre mesure à des gens qui auront cette possibilité. Il y a certains trous, par exemple, je vais donner l'exemple du trou numéro 2 à Roissy. La retombée de balle, vous la faites à 240 mètres. Si vous faites votre retombée de balle à 260, entre 260 et 280 mètres, vous êtes dans une position injouable, quasiment, ou très difficile, où vous allez mettre 2 ou 3 coups pour sortir comme un aimant. Alors pour les pros, peut-être un peu plus facile, mais le second coup sera compliqué à jouer. Parce que c'est des parties où j'ai un ruisseau qui passe au fond, enfin voilà, il y a un risque, je dirais, trop important. Bon, par contre, si on joue raisonnablement et intelligemment, on joue son coup à 240 mètres, et puis après, il nous reste un coup à 80 mètres à faire, ou à 90 mètres, encore jouable pour eux aussi, mais sur un green qui sera, lui, avec des pentes suffisamment agressives et des positions de drapeau suffisamment difficiles, à ce moment-là, pour les contrer. Alors, le temps passe toujours vite en bonne compagnie. Je pense qu'on va songer à terminer cette interview. J'avais peut-être une dernière question, à moins que mes chers collègues en aient des complémentaires, mais c'était entre, je sais pas, Roissy, ça représente, ça fait combien de parcours que vous avez construit en fait dans votre carrière? Alors, j'en suis à plus de... Alors moi, évidemment, en construction pure, j'en ai fait 35, je crois, quelque chose comme ça en construction, avec Trent Jones père, Trent Jones fils, Miklos, Van Hag, Palmer, Player. J'ai quasiment eu affaire à tous ces gens-là. Ensuite, moi, en tant que jour où je me suis mis à dessiner... vous voyez le temps qu'il faut pour aboutir à un projet. Et que je travaille seul. Bon, je travaille seul, non pas seul, enfin, dans la conception. Après, effectivement, je fais la même chose. J'ai un team de gens qui travaillent avec moi, des géomètres, des agronomes, un spécialiste en arrosage, Frédéric Depal, qui travaille depuis des années. C'est des gens que j'ai connus il y a déjà 30 ans. Et donc, une entière confiance et un savoir-faire inégalable. Donc, je m'appuie sur ces gens-là aussi pour tout ce qui est ces aspects techniques. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à mon 8e parcours de golf. Et entre le 8e... Sans compter les petits. Hein. Enfin, j'ai que de petits. Et entre le 8e et le tout premier, en fait, est-ce que vous referiez le premier différemment avec l'expérience de 7 parcours de plus, on va dire? Non, pas forcément. Intrinsèquement, quand vous créez quelque chose, ça vient de chez vous, ça vient de votre fort intérieur, et vous avez accumulé un certain nombre de connaissances. Je dirais la malléabilité d'un parcours de golf, elle est pas exponentielle. On peut pas, changer les normes au-delà de ce qui est raisonnable, de ce qui est juste. Voilà, je reviens toujours à cette notion d'honnêteté parce que je pense que c'est quelque chose qui a plus de valeur que le geste architectural comme on l'entend. Hein. Je veux dire, je vais faire un trou tellement difficile que personne n'y arrivera. Voilà, ça, je peux vous en dessiner un, j'ai aucun problème avec ça, mais je vois pas l'intérêt. À part le fait de parler que les médias en parlent ou
où des gens se plaignent de ça. Un peu d'eau à droite, un peu d'eau à gauche, ça devient vite injouable. Vous en mettez tout autour. Hein, devant, derrière même, je veux dire, les gens ils paniquent. Hein. Voilà, donc essentiellement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui a pris le pas par rapport à ne serait-ce qu'il y a encore que dans les années où je construisais, c'est l'environnement. Et puis la récupération des eaux, qui est beaucoup plus pointue maintenant, beaucoup plus vertueuse. Et je vais juste faire un point là-dessus, justement. On ne consomme pas de l'eau, on l'utilise. On utilise l'eau tout simplement parce que quand on va arroser un parcours, l'eau va être utilisée à 50% par la plante et 50% va s'évaporer. Il y a de l'évapotranspiration dans une plante. Sur les 50% que la plante va utiliser, il y a une très faible partie qui va migrer. Très très faible, mais quasi nulle. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de donner la dose exacte, etc. Par contre, le jour où il pleut, effectivement, là, il n'y a pas de mesure, hein, puisqu'il pleut, ça ruisselle, ça s'infiltre, etc. Donc l'avantage du gazon, c'est qu'effectivement, c'est un excellent système dépolluant. Autre aspect, c'est que quand il y a du ruissellement, ben là, aujourd'hui, quand on conçoit un parcours de golf, il faut le concevoir de telle manière à ce qu'on récupère cette eau, qu'on puisse la stocker, la traiter et la réutiliser. Et c'est tout l'avantage du golf aujourd'hui, c'est qu'il a la possibilité de le faire parce que il est aux mains de gens qui ont des compétences pour suivre ça et qui sont capables de comprendre la situation. Et donc c'est important effectivement qu'aujourd'hui le traitement de l'eau sur un parcours de golf n'est plus le même qu'il y a 30 ans. On est dans un autre système, un système beaucoup plus performant, et avec des résultats beaucoup plus probants. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à Roissy, j'ai de l'eau qui m'arrive avec en surface des hydrocarbures. Je la traite par phytorémédiation, c'est-à-dire que je nettoie. Donc après, d'ailleurs, on va couper les chaumes de ces plantes, on va les passer dans du recyclage qui existe. Donc il y a toute une démarche vertueuse qui suit. Du fait qu'on se retrouve avec des eaux d'une qualité supérieure, qu'on réutilise, qu'on réinjecte dans le système d'arrosage, qui se retrouvent à nourrir des plantes, qui repartent dans l'atmosphère à 50%, qui, pour partie, s'infiltrent, mais qui sont dépolluées. Et voilà, donc on est dans un système totalement vertueux. Enfin, j'aime bien ce mot-là parce que il est réellement, c'est la bonne définition de ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître. Parce que tout le monde parle du golf, mais personne ne parle de ces aspects-là qui sont essentiels. Aujourd'hui, tout le monde dit ah oui, mais on va pas arroser son jardin avec l'eau. Oui, ben non, nous on n'arrose pas avec de l'eau potable nos jardins. Voilà, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Très intéressant, Michel. Merci beaucoup de votre disponibilité et de nous avoir donné et livré toutes ces informations. Au plaisir de vous avoir avec nous. Je suis intarissable sur le golf. De toute façon, c'est une émission de passionnés, donc vous serez toujours le bienvenu pour nous parler de votre passion et de votre métier. Tant que je peux pousser le golf, je le pousse. Hein. Là, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et avec, vous avez bien raison. Et je suis content que des émissions comme ça existent parce que effectivement, c'est ce qui manque un petit peu. Et je pense que même par rapport aux Américains, on est un peu plus dynamique en France sur ces aspects-là, la communication et ces aspects-là. On a un dynamisme qui me plaît beaucoup et je suis heureux que vous en fassiez partie. Merci Michel. Merci encore. Merci à tous. Merci Michel, au revoir. Et bon golf pour ceux qui jouent. Merci. Alors Gugu, cette semaine, un petit sujet polémique au programme de la chronique. Et oui Lionel, pendant que le golf repart aux US, il reste malheureusement en pause côté européen, la reprise étant prévue pour mi-juillet. Pas si grave on pourrait le croire, eh bien si, parce que l'impact est important pour le classement mondial. Alors avant que tu nous sortes toutes les formules avec les dérivées premières et les racines carrées, tu peux nous expliquer le classement mondial? Comment que ça marche, monsieur? C'est super facile, Lionel. Évidemment, tout ce que je vais vous dire est disponible sur le site web de LPBP.
À chaque tournoi disputé par un joueur, on lui attribue des points mondiaux, selon sa place et la qualité du champ. En gros, meilleurs sont les joueurs participants au tournoi, plus grand sera le nombre de points mondiaux attribués. Bien évidemment, plus on s'éloigne du haut du classement, moins le joueur aura de points. Par exemple, lors d'un petit tournoi du Tour européen, 24 points mondiaux seront attribués au vainqueur, quand pour un majeur, on en attribue à peu près une centaine. Le 15e d'un majeur va gagner à peu près autant de points que le 3e d'un petit tournoi du Tour européen, environ une dizaine. Et dans le petit tournoi européen, seuls les 27 premiers marqueront des points mondiaux, alors que ça sera la totalité des joueurs qui ont passé le cut lors d'un majeur. Pour les autres, c'est un 0 pointé. Et on en fait quoi de ces points? On va faire la moyenne du nombre de points acquis sur tous les tournois joués, divisé par le nombre de tournois joués. D'accord? Pas les nombres de tournois joués qui sont disputés depuis 8 ans. Non, juste les 104 dernières semaines. En gros, si t'es pas bon calcul mental, des 2 dernières années, quoi. Le nombre de tournois, il doit être compris entre 40. Donc, même si un joueur en a fait qu'un seul, son diviseur sera 40 et 52 au maximum. Si on en a fait plus, on garde les 52 plus récents. Une précision toutefois, le classement mondial, il souhaite favoriser les performances récentes. Donc, il applique un petit système de décote. Au-delà de 13 semaines, tous les points acquis baisseront d'environ 1% chaque semaine. Imaginons par exemple qu'en semaine 1, Rory gagne un majeur. Il gagne 100 points. En semaine 14, ces 100 points vaudront alors seulement 99 points. En semaine 15, 98 points, jusqu'à ce que ça obtienne 0 points en semaine 104. Et c'est donc la somme de ces points décotés divisée par le nombre de tournois joués qui nous donne la moyenne, qui permet de classer les joueurs pour obtenir le fameux classement mondial. À l'occasion, je me permets de combattre 2 idées préconçues. Le concept de points à défendre qui existe en tennis n'existe pas en golf, vu que chaque semaine qui passe, les points décotent, que le joueur joue ou pas, c'est pas très grave. Et dans le même système, le fait qu'il ait participé à un tournoi l'année d'avant, quoi qu'il arrive, ça décote. Tout capté, Lionel? C'est super clair. Moi, c'est Gugu, pas clair. Mais juste pour être sûr, tu peux nous donner une idée de l'impact avec cette différence de reprise entre le circuit européen et le circuit américain? Avec le système de décote de points, les joueurs à l'heure actuelle européens non PGA Tour qui ne jouent pas perdent des points. Et en plus, malheureusement, quand le Tour européen va reprendre, difficile d'imaginer les meilleurs joueurs mondiaux en Europe compte tenu de la faible dotation. Et ça voudrait dire encore moins de points mondiaux à gagner. C'est donc la double lame Gillette en quelque sorte. Au poil. D'où la réaction plus que compréhensible de Mike, Lorenzo Vera évidemment, qui trouvait injuste la reprise du classement mondial avec cette reprise déférée. Actuellement, Mike est 79e mondial, Ben Hébert 95e et Romain Langasque 123e. Et même si début juillet, 2 tournois en Autriche sont prévus, après ça devrait être vraiment des tout petits, il va falloir attendre le 22 juillet pour une reprise réelle du Tour européen. La bonne nouvelle, c'est qu'en se projetant à cette date, seul Romain perdrait des places, Mike et Ben en gagneraient 3 chacune. Attends Claire, explique-moi comment en ne jouant pas, ils peuvent gagner des places. Comme ils ne jouent plus, ils perdent des points. Mais il y a aussi des tournois qui sortent de leur historique puisqu'ils sortent des 2 ans. De fait, ils limitent les dégâts parce que même s'ils perdent des points, pour l'instant, en gros, l'impact du nombre de tournois qui disparaît est moins important. Malheureusement pour eux, les joueurs US peuvent marquer des points de leur côté et leur passer devant. Injuste donc, d'autant plus que les critères de qualification aux futurs gros tournois, on va appeler ça les majeurs et WGC, ne sont pas super clairs. À l'heure actuelle, on parle d'un top 100 mondial au 27 juillet qui pourrait qualifier pour le PGA Championship. Donc presque certains pour Mike, certains pour Victor, mais vraiment très limite pour Ben. Ce qui explique les échos actuels laissant entendre que Mike ou Benjamin Hébert pourraient jouer sur le tour américain au profit d'invitations début juillet ou fin juillet. Espérons une fin heureuse, surtout quand on sait qu'impossible n'est pas français. Bien dit Claire. Merci Gugu. On poursuit cette émission avec un second invité où nous accueillons Antoine Robin. Salut Antoine. Bonjour Lionel, merci de m'inviter. Alors Antoine, les compétitions peuvent enfin reprendre sur le territoire et tu es l'un des fondateurs de la Beachcomber Golf Cup. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette compétition ? La Beachcomber Golf Cup, c'est une compétition un peu innovante qu'on a créée en 2018, qui est fondée sur plusieurs bases qui sont justement les leviers de cette innovation.
La première base, c'est qu'elle se joue sur 6 trous, puisqu'on identifie le temps de jeu comme un des freins les plus forts à la pratique du golf. Donc, on s'est dit, on va proposer une compétition qui innove, qui peut se jouer en fin de journée, ou qui peut se jouer en plusieurs fois 6 trous, justement. On en parlera après. Le deuxième pilier, c'était la mixité. Donc, de faire une compétition qui soit ouverte à tous et à toutes, et bien entendu, y compris tous les niveaux de jeu, puisqu'elle est en net. Et la troisième base, c'est le match play, donc le côté un peu plus excitant et challenging de jouer les uns contre les autres. Alors là, en plus, elle est en double, donc c'est encore plus sympa de jouer par équipe que en solitaire, en solo, mais voilà, on avait imaginé ce point de départ et évidemment au bout de ce concept, il y a quelque chose de très attractif qui est de partir grâce à Beachcomber à l'île Maurice pour disputer une grande finale qui est réservée aux 4 meilleures équipes qui, après tout un processus de qualification, va passer 4 jours de rêve dans un des hôtels Beachcomber qui est formidable, sur un parcours partenaire de Beachcomber qui est tout aussi formidable. Après 2 premières éditions réussies, et malgré les implications de la crise sanitaire, la 3e édition aura bien lieu avec une petite nouveauté pour cette année. Tout à fait. Alors effectivement, la contrainte du temps nous a été imposée et malgré ça, il y avait quand même 2 clubs qui avaient commencé leur qualification avant le confinement. Saint-Cloud et Dijon, pour ne pas les nommer. Dijon, le country club de Dijon-Bourgogne. Et malgré ça, enfin, après ces 2-là, malgré le confinement, on a réussi à relancer quand même la compétition parce qu'il nous reste environ 4 mois, donc fin juin et puis surtout juillet, août, septembre pour faire les qualifs. La finale est en octobre et la grande finale en novembre. Et comme tu le dis, l'innovation, c'est que on n'impose pas la mixité. La compétition est mixte parce qu'elle est ouverte à tous les doubles. Donc, on appelle ça mixed up, pour être plus précis. Ce sont donc aussi bien des doubles dames, messieurs ou mixtes. Voilà. Donc, on a analysé que c'était peut-être un peu difficile pour certains clubs d'avoir beaucoup d'inscrits en imposant la mixité des doubles. Donc là, on élargit la cible et pour les quelques-uns qui avaient déjà fait leurs inscriptions, on a vu que ça marchait bien. Ils avaient beaucoup de succès. Donc, on ne sait pas ce qu'on aura dans notre grande finale, mais on peut avoir 4 doubles féminins, 4 doubles messieurs, 4 doubles mix, 2 de chaque, on verra. Ce sera la grande surprise. J'imagine que les clubs vont lancer les qualifications prochainement. Comment fait-on pour s'inscrire ? Alors, absolument, ils vont relancer ça très rapidement, puisque depuis l'autorisation, je sens un enthousiasme partagé par tous. On a une bonne trentaine de clubs qui participent dans toutes les régions de France, aussi bien en région parisienne. On en a beaucoup autour de Paris. J'ai cité Saint-Cloud, la Bouillie, le Prieuré, les Yvelines, Isabella. Bon, je vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. On en a en Normandie, en Bretagne. Dijon, je l'ai cité tout à l'heure, à Reims, dans le nord à Mormal, on va au Gouverneur, près de Lyon, Volcan, Sainte-Maxime, à Toulouse, Pau, enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais on retrouve la liste complète et une carte de tous ces clubs sur notre site beachcombergolfclub.com. Donc il suffit de s'inscrire dans l'un des clubs. Alors en fonction des critères, ça dépend un peu du club. Certains vont réserver la qualification à leurs membres, puis d'autres, au contraire, ça va être ouvert à tous. Et une fois que vous avez, l'objectif est de remporter cette qualification pour être qualifié à la finale à Saint-Germain, donc le 12 octobre. La finale, c'est un minimum de 18 et un maximum de 30 trous, toujours sur la même formule, pour se qualifier à la grande finale. Et donc, ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que la grande finale est donc reçue au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort and Spa, qui est un 5 étoiles exceptionnel. Et le golf, c'est Mon Choisi le Golf, qui est un très beau parcours mi-links, mi-target golf,
qui se retrouve au nord de l'île, à proximité du golfe, donc de l'hôtel, pardon, ce qui rend le séjour très simple et très agréable. Effectivement, et je peux le confirmer. Bien. Merci Antoine pour ces précisions. On y reviendra certainement après l'été pour évoquer la grande finale et la super finale. Prends soin de toi et à bientôt. Ouais, vous aussi, à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Allez, c'est l'heure de conclure ce second épisode du podcast LPPB avec le quiz de Julien. Bon, allez, on attaque. Les équipes ont été tirées au sort. L'équipe qui a la main est l'équipe de 3, Cyril, Chris et Gurvan. Toujours pareil, une petite règle de golf, au cas où la situation se présente sur le parcours. En stroke play, les gars, un joueur, en attendant de jouer vers le green, met une balle sur le fairway et fait 2 putts avec son putter. Quelle est la décision ? Pénalité de 2, pénalité de 4 coups ou pas de pénalité ? 0. La balle n'est pas en jeu tant qu'il n'a pas. Pour moi, ouais. La balle n'est pas en jeu. Moi, je jouerais 0 coup. 0. Au vote, vous jouez 0 ? Les gars, je vous rassure, hein, la tendance en ce moment, c'est que quand je dis quelque chose, c'est rarement la bonne réponse. Donc, Oh putain, j'ai un méchant doute, du coup. Parce qu'en match play, tu peux, mais en stroke play, regarde, même si c'est pas ta balle. Moi, j'ai un doute sur le stroke play. Moi, je dirais 4, c'est-à-dire 2 coups de pénalité par coup joué avec la. Ah, la vache. Vous pouvez pas trouver plus dur, Julien. je vous laisse choisir, les gars. Moi, je dis pénalité. Moi. De 2 combien ou 4 Ah oui, il faut dire en plus combien ? Bah ouais, 2 ou 4, Oh là c'est-à-dire là. si c'est 2 coups de pénalité par coup de joué, ça ferait 4. Et si c'est un seul, parce qu'il peut 2 fois en fait. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire. Ouais. Allez, je prends la responsabilité. Ouais, vas-y. 0, la balle n'est pas en jeu. Ok. Mauvaise réponse. vous encourez une pénalité de 2 coups seulement. Je ne crois pas que c'est parce qu'il a fait 2 coups et que ces 2 coups-là sont ajoutés à son score, c'est parce que la règle 5.5a dit qu'il n'y a pas le droit au coup d'essai. Et que c'est des coups d'essai. Au coup d'entraînement. C'est ça qu'on disait sur le stroke play. Ouais. Voilà, donc vous prenez une pénalité de 2 coups, mais vous pourrez en jouer 15 des putts, vous prendriez 2 coups. Ok. Autant en profiter. Autant en faire 25. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Équipe Lionel Marion, du coup. Pendant une partie, toujours en stroke play, j'ai un doute sur le club à jouer. Et du coup, je regarde dans le sac de mon adversaire quel club il manque pour savoir lequel elle a joué. Quelle est la décision ? Pas de pénalité, 2 coups de pénalité ou disqualification. Bon, moi, je pense que je connais la réponse parce que ça m'est arrivé 1 milliard de fois, donc du coup. Bah, vas-y. Ou alors, je méritais de me faire disqualifier 1 milliard de fois. Mais en fait, tant que tu ne demandes pas à ton adversaire, tant qu'il y a pas, tu ne poses pas la question ou que ton adversaire ne te dit rien, tu as le droit de regarder absolument où tu veux sur le parcours. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, si tu ne fais que regarder dans son sac, je pense même que tu as le droit de toucher ses clubs. Après, j'irai pas toucher les clubs de mon adversaire, mais rien ne t'empêche d'aller regarder dans son sac le club manquant pour pouvoir le jouer. Donc, a priori, il y aurait 0 coup de pénalité. Mais bon, Lionel, si tu as un autre avis. Évidemment que là, je suis Marion. Donc, Ouais. pas de pénalité. Ouais, vous avez raison. Effectivement, le conseil est réprimandé. On n'a pas le droit de demander ou de donner un conseil, mais l'observation n'est pas considérée comme un conseil. On aurait pu s'en douter. C'est quand même un sport inventé par les Anglais, donc un peu de fourberie n'est pas pénalisé, finalement. C'est ça. Allez, deuxième question. Donc, on repart sur une énumération. Je vais vous demander les 12 joueurs qui sont en tête de ce classement mondial, arrêtés donc avant la coupure. Mais vu que 12, ça peut aller vite, c'est hommes et femmes confondus. Ah, donc, Vous avez 24, il y a 24 joueurs ou joueuses qui sont dans les 12 premiers de leur classement mondiaux respectifs. À vous de me les citer. Et on a toujours le droit à un joker. Et toujours un joker par équipe. Équipe Gugu, Chris, Cyril à la main. Rory McIlroy ? C'est bon. Vas-y, Lionel. Justin Thomas. C'est bon, 4e. Il a manqué la coupure là, c'est le numéro 2 mondial, Rambo, l'espagnol. C'est bon. John Ram. Ce qui m'arrange pas, puisque je l'avais dans ma team de fantasy et que j'ai pas de remplaçant. Donc voilà.
Je finis le week-end à 3. Voilà, merci. Pareil. Tu passes même pas le code de la fantaisie. Enfin bref. Donc on a dit, c'est à nous. Il n'a pas été dit encore Dustin Johnson. Johnson, c'est bon, 5e. Je vous laisse les boys. Chris? Vas-y. Hein. Gugu? Non, bah allez-y, pas que moi. Non. Là, je les ai notés là. Ah, mais si, vas-y. Je suis pas là, moi. Ok, alors, Allez, allez. Bryson DeChambeau. J'allais le dire, hein, le même. Golgot Bryson. Ouais. Golgot Bryson. Et il est quand même monstrueux, là. Hein. Ouais. C'est, enfin bref. Donc, Bryson DeChambeau. Attendez, mais Bryson DeChambeau, c'est pas bon, il est 13e. Oh! Ah oui, avant le. Non. On a demandé les 12, il fallait qu'il nous Non, sorte le 13e, putain. c'était obligé. C'est notre Sergio Garcia alors. Comme d'hab. Regardez la tête de Chris. Je me ferme. On avait pas un joker la semaine dernière. Ah ben, ça change rien. Et moi, je me mets en mute. Allez, salut les gars. Bonne journée à tous. Gurvan, c'est un poisson quand même. Comment? On avait un joker la semaine dernière, non? Oui, il y a un joker. C'est pas la poisse, c'est le talent, monsieur. Vous avez utilisé votre joker. D'accord. Bon, bah. Chris, tu aurais cru qu'il était dans le top 12 ou pas? Ouais, sincèrement, ouais. Dans le top 10, ouais, j'aurais cru, ouais. Il y avait, Marion, il y avait le 3e que tu avais écrit, là, il n'a pas été dit encore. Non, pas encore. Tu peux. Allez, Brooks Koepka. Oui. Ouais, c'est bon, 3e. Du Burger King. Il y a Tiger qui est 9e, je crois. Ouais, je suis pas trop sûr non plus. T'es pas sûr? Ouais. Non, mais moi en même temps, tu sais, si je suis pas sûr, c'est qu'il est probablement dedans. Attends, là, on a dit McIlroy, Thomas, Koepka. Ouais. Ram. Johnson. Il y a Xander, je suis à peu près sûr. Sinon, chez les filles, il y a Brooks Anderson. Ouais, Brooks Anderson, 7e, c'est bon. Ah ouais. On continue. Donc, Justin Rose. C'est votre réponse? Oui. Non, c'est pas bon. Il est 14e. Oh, il a chuté. Ils l'ont dit hier soir. Hein. Ouais, 14e, Justin Rose. Ah, mais moi, j'écoute pas la télé française, monsieur. Quand je dormais. Ah ouais? J'aurais pas cru qu'il était tombé si bas, dis. 14e. Ouais, mais en Il dehors était du numéro top 1 il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, plus C'est personne vrai n'a il n'a rien fait au début de l'année. D'accord, donc il va falloir des valeurs sûres. Une idée, Chris? Moi, je maintiens Xander. J'ai une idée sûre et certaine. C'est la numéro 1 mondiale. Hein. Ah. Lance. Jin Yunko. Ouais, c'est bon. Effectivement, numéro 1. J'en ai pas mal chez les filles. Hein. Ce que je t'ai envoyé, Marion, ça te va? Oui, c'est elle que j'étais en train d'écrire son nom, mais j'ai fait 5 fautes d'orthographe. Sung Yoon Park. Ouais, c'est bon, 3e. Vas-y, mon Chris, si tu as plein de féminins. Lexi Thompson. Oui, c'est bon, 9e. Alors là, je vais te pardonner pour la prononciation. Jeongli Six. Je ne sais plus comment c'est. Ouais. C'est bon, 10e. C'est nous? Oui. Oui. Enfin, c'est toi. Enfin, c'est toi. Toujours chez les filles, parce que je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit il y a 15 jours dans les brèves, la japonaise Nasa Ataoka. C'est bon, 4e. Donc, on n'a pas dit la 2e encore. Non. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'étais en train de t'écrire, mais c'est pas ça son prénom? Je ne sais pas s'il y en a une autre. Parce que la semaine dernière, quand Chris a parlé de ça, il a dit les japonaises, il a dit 4e, 12e. Donc, il me semble qu'il avait dit 12e mondial, Shibuno, celle qui avait gagné The Open. Mais il doit bien y avoir une américaine devant quand même. Ah bah si, on joue en dire je pense, Soyeon Ryu. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Soyeon est encore dans le top 12. Ouais. Oui, vas-y. C'est le top 10 ou top 12? 12. Donc, Soyeon Ryu. Je suis pas super bon en prénom coréen. J'ai Seyoung Kim, moi. C'est pas la même. C'est pas la même. Donc, c'est une mauvaise réponse. Et donc, chez les hommes, il y avait Reed. Tiger Woods, il était aussi ou non? Tiger Woods, 11e, c'est bon. Ouais. Et Patrick Cantley?
Cantley, 8e, c'est bon. Ouais. Schauffele. Schauffele, 12e, c'est bon. Ah, merde. Mm. Adam Adam Scott, Adam 6. Scott est dedans. Ah oui, Adam Scott. Putain. Il était Adam Scott, Et je n'aurais pas pensé. Fleetwood, Moi non 14e. plus. Fleetwood, 10. Oh. J'avais un doute. Oh. Je suis On aurait dû dernier. continuer Moi sur aussi, les j'avais gars. beaucoup de doutes. Ouais, on aurait dû rester sur les garçons, c'était plus facile. Enfin, Et- moi, j'ai honte de ne pas être mieux calé que ça sur les filles, hein, franchement. Et Shibuno, Et, alors, elle est 12e, c'est ça hein? Et il y avait 9e, il y avait encore Simpson. Oh putain. Ah oui, Web Et Simpson. ensuite, c'est vrai. chez les filles, Shibuno, effectivement, 12e. Ah ouais. Il y a C'est ma Minji faute Lee, alors, Marion. C'est ma faute. Ce que tu avais dit. Kang, Korda. C'est chaud. On là. passe devant. 1 et 2. Allez, on part sur la fiche Wikipédia, le qui suis-je. Je suis né le 18 septembre 1997. J'ai donc 22 ans. Parce qu'il n'y a pas de raison que quand on aime le golf, on n'aime pas les maths. J'effectue un cursus universitaire à la fac d'Oklahoma State et malgré mon talent, je ne remporte que 4 tournois amateurs. C'est pour 4 points. Ouais, Chris? Je pense que j'ai une petite idée. Et Adrien Morck en parlait dans son interview. Je pense qu'on peut se tenter. Allez, vas-y, tente. Oh oui, mais moi je te fais confiance. Moi je te fais confiance. J'avais. Je me Ok. souviens plus de son prénom. Décidément, j'ai un problème avec les prénoms. Mathieu. 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 Mathieu Mathieu, Wolf. Parce que moi, Ouais. je l'aurais appelé Patrick Wolf. hein. Non, c'est Matthew Wolf, mais là il a fait le Matthew tailor-made, Wolf. là, Driving Relief avec Ricky Ouais. Ford. C'est ça, ouais. Matthew Wolf, le swing Il est- incroyable. Il est de l'université d'Oklahoma, ça, j'en suis Donc, pratiquement oui. sûr. Ça. Non, c'est pas lui. Donc je continue. Après l'US Open 2019, je passe professionnel. Et cela entraîne l'annulation de mon invitation pour l'Open britannique de la même année. Invitation qui ont, durant l'année 2019, été mon moyen de me révéler et que j'avais acquise grâce à ma victoire à l'US Open amateur 2018. Pour 3 points. C'est ça ou c'est pas ça? Je pense pas. Tu vois gagner l'US Open? Amateur. Amateur. L'US Open amateur. Hein. Ouais. C'est pas ça son nom? Ouais. Ouais, ça vaut. Je Peut-être. sais pas si c'est cette année ou si c'est l'année d'avant en fait. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. hein. Ouais. Vas-y. On tente, mais Mhm. c'est la fac. La fac me parle pas, mais bon, on va le tenter. On va tenter Joaquin Newman. Non, c'est pas Joaquin Niemann. Et, On tente ça. Moi je te suis, Chris. Ouais. Je sais pas ce qu'en pense Gugu, mais ouais, assurément Donc là, l'Open amateur. on est de Ouais. nouveau de retour pour 3 points, là, c'est ça? Là, vous êtes pour 3 points, sachant que voilà, vous avez la main. Peut-être que ça vaut pas le coup de prendre le risque et de laisser les 2 points à l'équipe adverse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on peut dérouler et on peut avoir l'intitulé pour les 2 points, là, c'est ça? Ouais. Mais Bon, s'il nous ça- trouve avant nous, non? Non, Bah non, là, parce que vous c'est à qui vous avez la main. Non, De toute façon, Ok. qu'on marque 3 points ou 2 points, on gagne quand même. Donc, Ouais. donc on ouais. le laisse. Dans un cas, il y a du panache. Et dans un cas, il y a la stratégie. C'est ça. Et moi, Et au sincèrement, golf, il la faut victoire, jouer je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, autant gagner avec panache que Moi aussi, la je suis jouer pour le petit. panache. Quoi. C'est... on va voir. Moi il je suis va- pour le panache. Non, il va donner l'intitulé pour 2 points, puis on va voir si c'est ça, parce que je pense que c'est ça, mais on va voir. Je vous C'est ai un dit bon que cadet. S'il donne, c'était le cadet. s'il donne Voilà. sa nationalité, ça va le confirmer. quoi. Allez, vas-y, mon champion. Flashback sur mes majeurs 2019. Je suis meilleur amateur au Masters, où je termine égalité 32e, et à l'US Open, où je finis T12. Encore meilleur amateur, donc. Je bats d'ailleurs, par cette occasion, le record de Jack Nicklaus du plus petit score sur 72 trous dans un US, et je suis le premier joueur à remporter les honneurs du meilleur amateur à l'US et au Masters la même année, depuis Kuchar en 98. Bon, on dit Victor Hovland. Ouais, excellente Oh, réponse, oui. Victor. C'est ça, Hovland. c'est ça. Et en fait, je me suis planté au début parce que Adrien Morck, il avait cité les 2 joueurs. Il avait parlé dans son interview, je me souviens, de Victor Hovland et de Matthew Wolf. Il avait parlé de la fac d'Oklahoma et c'est pour ça, à 22 ans, je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur Matthew Wolf au départ. Ah, excellent encore. Voilà, il y avait le petit dernier paragraphe avec ma première victoire sur le circuit US intervient en 2020 au Puerto Rico Open, grand Ça, espoir je m'en du souviens. golf mondial. J'ai été associé à Morikawa et Wolf lors du premier tour du Players avant la coupure liée au Covid. Je suis voisin de Lionel puisque habitant d'Oslo. C'est pas complètement le même pays, mais c'est la même passion. En toute modestie, je tenais à remercier ma famille, mes sponsors et tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. Ça a été un long moment. Je vais Merci. m'étouffer là.
Enfin, surtout Sergio Garcia. La première victoire de Gurvan. Merci. J'ai rien fait. Hein. J'ai juste donné une mauvaise réponse. Ça va être le titre du podcast. Ouais. Donc en fait, sur les 2 quiz, Chris a 2 points pour l'instant et tout le monde a 1 point. C'est ça. Merci Chris. Merci. Merci Julien pour ce quiz. Merci à tous de votre participation et je vous donne rendez-vous à tous dans 2 semaines. Au revoir Marion, au revoir Chris, au revoir Cyril. Salut tout le Au monde. revoir Julien et au revoir Gugu. Salut. Allez Jordan. Ciao. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Et elle a été dénoncée après la fin du parcours par la joueuse américaine dont je ne me souviens plus le nom, qui passait les cartes, qui est d'origine asiatique. Patricia Reed. Non, qui est... En fait, il faudrait qu'il y ait plus d'enjeux pour que les gens prennent des risques pour tenter le 4 ou le 3 points dans le dernier jeu. Bah, t'as qu'à jouer ton chèque, la petite balle blanche, du coup, puisqu'il n'y a que toi qui prends le chèque. Soyez pas jaloux. Hein, c'est pour toutes les années où les femmes ont été moins bien payées que les hommes. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Moins bien que payer 0, c'est dur quand même.